Voilà, donc après cette introduction, enfin cet exposé sur la dengue et le chikungunya, je vais vous parler un peu plus longuement du dernier en date, du dernier virus, arbovirus, qui a fait l'attention des médias au cours des 2 dernières années, le Zika, en insistant surtout sur les recommandations pour le voyageur. Mais je vais un petit peu... d'abord, un bref rappel sur l'épidémiologie, parce que le virus, très brièvement, je vais m'attarder un petit peu plus sur les manifestations cliniques et les complications spécifiques du Zika. La transmission, on en a déjà parlé, on va voir qu'elle va être la même. Le diagnostic brièvement, et puis terminer par les recommandations pour les voyageurs, mais spécifiquement par rapport au virus du Zika. Vous savez probablement tous que le Zika a été découvert au cours d'une recherche sur la surveillance en fait, de la fièvre jaune en Ouganda. Et la surveillance de la fièvre jaune se fait sur des singes, sur des macaques. Et un jour, un macaque fébrile n'a pas été diagnostiqué avec une fièvre jaune, mais bien avec le virus Zika pour la première fois, dans la forêt Zika en Ouganda, d'où le nom que ce virus a porté depuis lors. Et cette découverte, c'était en 1947 déjà, donc dans cette fameuse forêt Zika en Ouganda. Le premier cas humain a été détecté, diagnostiqué en 1954 au Nigeria. Et puis il y a eu une série de cas sporadiques qui ont été rapportés ici et là, surtout des diagnostics plutôt sérologiques, en Afrique et puis en Asie par la suite. Et je pense qu'on a vraiment parlé pour la première fois de Zika de manière un peu plus importante, en tout cas dans le cercle plus fermé des infectiologues, on va dire, des spécialistes en maladies infectieuses, avec l'épidémie qui a eu lieu sur l'île de Yap, au nord de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Je pense que personne ne connaissait cette île, en tout cas moi je ne la connaissais pas. En 2007, il y a eu une épidémie qui a affecté à peu près 70% de la petite population qui vivait là. Et puis c'est vraiment devenu un peu plus connu, je dirais, peut-être un peu en dehors des infectiologues, avec l'épidémie de 2013 qui est survenue de nouveau grâce, l'alerte aux médias a été possible grâce à nos collègues français, dans les îles de la Polynésie française en 2013. Vous avez quand même 32 000 cas, 10% de la population a été infectée. Il y a eu un passage sur l'île de Pâques, mais qui est passé tout à fait inaperçu. Et je pense que vous vous rappelez tous, alors en 2015, vers novembre 2015, on a détecté... donc on a observé qu'il y avait une épidémie, mais on l'avait attribuée à une nouvelle épidémie, une vague épidémie de dengue, comme il y en a chaque année dans cette zone. Et puis finalement, on s'est aperçu qu'au mois de mai, finalement, il y avait un autre virus qui contribuait à provoquer une augmentation des maladies fébriles avec la présence, vous voyez, d'une conjonctivite et d'un rash, donc quelque chose qui ressemble fort à la dengue. Mais finalement, on a découvert le Zika. Et ça serait peut-être un peu resté là, je dirais, si on ne s'était pas aperçu... donc ça, cette découverte était en mai. Et puis on s'est aperçu alors en novembre, donc à peu près 9 mois après, que cette épidémie concordait avec finalement une augmentation, mais vraiment spectaculaire, comme vous pouvez le voir, des cas de microcéphalie. Je vais expliquer un petit peu plus de quoi il s'agit, mais c'est une malformation congénitale grave du cerveau au Brésil. Mais c'est dans le nord-est du Brésil au départ. Vous voyez, une augmentation tout à fait spectaculaire. Et quand on refaisait un peu l'histoire, on voyait qu'il y avait cette petite épidémie, pendant quelques semaines, je vais dire, de Zika au printemps de 2015, et puis cette poussée des cas de microcéphalie. Et puis, en novembre, l'épidémie plus importante, celle dont on a parlé l'année passée plus abondamment dans les médias, a commencé à survenir, mais ils n'ont pas eu de chance, parce que ça a accompagné une poussée épidémique de dengue et une poussée épidémique de chikungunya, tous les trois au même moment dans cette zone du Brésil. Donc ça n'a pas été simple évidemment de détecter, et ça a fort compliqué les analyses qu'on a pu faire après entre le lien entre Zika et les syndromes fœtaux dont je vais vous parler un peu plus tard. Alors qu'est-ce qui s'est passé? On a vraiment connu une année 2016 avec énormément de cas un peu partout en Amérique du Sud, puis en Amérique centrale, et puis vraiment un pic épidémique dans les îles Caraïbes, comme vous voyez ici. Et puis ça s'est quand même assez rapidement estompé fin de 2016, et je dirais que depuis le mois de mai 2017, donc on n'a quasiment plus vu de cas, en tout cas plus l'épidémie s'est tout à fait estompée, et ça s'est estompé assez brutalement, et on n'a pas encore d'explication très précise sur ce phénomène. Mais grosso modo, ce sont des chiffres de l'année passée, donc j'ai relu encore récemment, mais on considère qu'il y a eu plus de 560 000 cas suspects
200 000 cas confirmés, on est probablement à 750 000 cas suspects à l'heure actuelle. Vous voyez que ce n'est pas une maladie tellement létale, on a pu attribuer une vingtaine de décès jusque-là, mais par contre, et c'est ça qui en fait la gravité, on a observé une augmentation de ce syndrome congénital Zika, plus de 3 000 cas, mais il y a un délai entre le moment où les virus provoquent l'épidémie et les cas qu'on peut finalement diagnostiquer à l'accouchement, évidemment, la plupart du temps, parfois en prénatal, mais là, il faut quand même des moyens diagnostiques plus sophistiqués, qui ne sont pas souvent présents dans les pays endémiques ou épidémiques. Alors, ça, c'est l'expérience qu'on a en vert. Vous voyez qu'on a chaque année des cas de dengue. Et puis, depuis 2006, on a quelques cas de chikungunya qui sont apparus. Et ici, vraiment, 2014-2015, on a vu la poussée en 2016 chez nos voyageurs, avec vraiment, le nombre de cas Zika a même dépassé le nombre de cas de dengue en 2016, en tout cas diagnostiqués à l'Institut. Et en 2017, vous voyez que les cas ont brutalement diminué, mais bon, je pense qu'on va avoir des phénomènes un petit peu similaires qu'on a vus pour le chikungunya et qu'on voit depuis longtemps pour la dengue. Alors, Dr Ites vous a bien rappelé qu'il y a que le Zika, enfin la dengue faisait partie des flavivirus, et finalement le Zika fait partie de la même famille. Et vous voyez, il y a la fièvre jaune, l'encéphalite japonaise. Je pense que vous avez déjà entendu parler de ces virus-là. Ils sont quand même fort présents. Il y a même un virus européen, l'encéphalite tick-borne encephalitis, le West Nile, qui est extrêmement répandu sur le continent américain. Donc vous voyez qu'on va avoir des gros problèmes de réactions croisées dans les tests diagnostiques. On a moins de problèmes, par exemple, entre Zika et dengue et chikungunya, qui fait partie d'une toute autre famille de virus. Donc on a rarement de problèmes de diagnostic différentiel entre chikungunya, qui en plus donne un tableau clinique plus caractéristique, on va dire. Mais bon, on a vraiment de gros problèmes diagnostiques au sein de la famille des flavivirus. Une autre dia qui montre à peu près la même chose, mais pour vous montrer que le Zika est quand même très proche de la dengue, très proche de la fièvre jaune, du West Nile et de l'encéphalite japonaise d'un point de vue phylogénétique. Alors, d'un point de vue clinique, la première description clinique du virus Zika, ça a été en 2000, dans une publication du New England, avec 30 cas, hein, mais enfin bon, il fallait quand même les collecter, et depuis lors, on a en tout cas dans l'idée que la grande majorité des infections Zika sont asymptomatiques, 80% dans cette étude, et quand on a des symptômes, tout le monde n'a pas de la fièvre, hein, mais par contre presque tout le monde a une éruption cutanée. Donc on doit classer cette maladie dans les exanthèmes, souvent fébriles. Alors les autres symptômes, arthrite, conjonctivite, sont vraiment pas spécifiques. Ça ressemble à la dengue, ça ressemble au chikungunya et ça ressemble à beaucoup d'autres maladies. Vous voyez que l'île de Yap se situe à peu près au nord de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Qu'est-ce qu'on a vu au cours de l'épidémie? Donc, je vous ai dit, dans les 2 années qui ont précédé, on a vu à peu près la même répartition, la même fréquence des symptômes chez nos voyageurs, une trentaine de cas qu'on a pu analyser un peu plus finement. Vous voyez aussi, hein, la majorité ont une éruption cutanée, la moitié, 2/3 ont de la fièvre, des arthralgies, des myalgies. Et vous voyez un nombre un peu plus grand qui a été publié début de l'année passée par le groupe Géosentinelle, une centaine de patients, les premiers centres voyageurs qui ont été, disons, diagnostiqués avec le Zika, et on voit à peu près la même répartition, la même fréquence des symptômes. Voilà une patiente qui nous a envoyé ses photos. C'est une étudiante qui faisait un doctorat, je ne sais plus très bien, en sciences sociales, je pense, quelque part au Brésil, dans le Mato Grosso, qui est tombée malade, qui a fait de la fièvre, et elle a pris des photos d'elle tous les jours, avec, vous voyez très bien, cette éruption cutanée, cette conjonctivite. Vous voyez, l'éruption cutanée n'est pas tout à fait la même que le rash de la dengue, qui est plus une érythrodermie. On appuie les doigts et puis on voit les fameux îlots blancs dans une mer rouge. Hein, ça, c'est le tableau classique de la dengue. Le rash du Zika est plus diffus, plus difficile à voir aussi, parfois un peu inaperçu. Surtout s'il n'y a pas de fièvre qui l'accompagne. Alors on a bien entendu investigué avec beaucoup d'attention les Zika chez nos voyageurs, surtout ceux qui revenaient bien entendu pendant cette période des États-Unis. Donc sur 160 voyageurs qui sont revenus malades, mais tous symptômes confondus, des diarrhées, etc., on a quand même fait à ce moment-là le diagnostic chez 30 patients, donc à peu près 18% le Zika était responsable de 18% de la morbidité chez les voyageurs qui revenaient d'Amérique. Mais ce qui est important ici, je vous montre cette dia, c'est que par contre, chez les voyageurs, on a l'impression que les Zika asymptomatiques sont plutôt rares. C'est plutôt l'exception. Alors, bien entendu, quand on n'a pas de symptômes, on ne va pas voir le médecin, donc on a une vue un peu biaisée des choses. Mais malgré tout, on a vu beaucoup de patients, on a vu beaucoup de
voyageurs, ils n'étaient pas patients, sans symptômes, qui sont venus se présenter parce qu'ils avaient des craintes par rapport au risque de transmission de la mère-enfant, des patients qui avaient des couples qui avaient des souhaits de grossesse. Donc beaucoup de gens sont venus se faire screener sans symptômes, mais ayant été exposés en Amérique latine. Et finalement, malgré le fait qu'on en ait vraiment testé beaucoup, là ce sont les 175 premiers, mais il y en a encore eu beaucoup après, rarement on a vraiment diagnostiqué de manière formelle une infection Zika chez quelqu'un d'asymptomatique. C'est arrivé quelquefois, donc on ne veut pas dire qu'il n'y a pas de risque du tout, mais je pense que c'est le message, le take-home message en tout cas par rapport aux voyageurs. On va peut-être discuter après pourquoi il y a cette différence avec les études endémiques. Alors, je viens maintenant sur les complications, qui ont fait vraiment la une des médias, bien entendu, la fameuse microcéphalie, qui est donc un syndrome congénital qui a plein d'autres causes que des causes infectieuses, des causes toxiques, des causes génétiques. Donc, c'est vraiment un syndrome. Mais je pense qu'il a été très formellement démontré. Cette publication dans le New England était extraordinaire, avec les critérias de Hill et Bradford et puis les critérias de Shepard, qui avaient vraiment une causalité. Ça n'était pas évident, évidemment, à établir en si peu de temps, parce qu'il faut une série de critères très, très, très rigoureux. Mais au cours de cette publication, durant l'année 2017, on a pu être tout à fait formel par rapport à la causalité entre Zika et les anomalies. Et en fait, la microcéphalie, ce n'est qu'un peu la pointe de l'iceberg, c'est un peu le tableau le plus grave, mais il y a plein d'autres complications neurologiques fétales associées à l'infection Zika transmise par voie verticale, des anomalies ophtalmologiques, des autres anomalies, mais surtout, alors, quand on faisait des études un peu plus poussées au niveau échographique, toute une série d'anomalies ont été détectées, des calcifications intracrâniennes, etc. Donc, maintenant, on parle plutôt de fetal brain disruption en pathologie, je dirais, en néonatologie ou en pathologie obstétricale. Donc c'est quelque chose beaucoup plus large que simplement la microcéphalie qui a reçu beaucoup d'attention. Alors la question qui s'est posée et qui a été extrêmement difficile à répondre, et on commence à avoir un peu des idées plus précises, c'est est-ce que ce syndrome est très fréquent chez les femmes enceintes infectées? Quand on est une femme enceinte infectée, évidemment, vous imaginez l'angoisse avec l'exposition, la présence de tous ces moustiques. Alors, on a les Français en Polynésie française, on va faire une étude rétrospective, mais ils n'avaient pu détecter vraiment que les microcéphalies. Ils n'ont pas pu investiguer avec beaucoup d'acuité les autres cas, et on avait l'impression que le risque était établi à peu près 1% au cours du premier trimestre. Puis il y a eu des études qui sont venues du Brésil qui ont donné des chiffres beaucoup plus préoccupants. Plus de la moitié des femmes enceintes infectées auraient donné naissance à soit des problèmes de mort in utero, soit des anomalies néonatales graves. Mais là, il y a eu probablement un effet, par contre, de concentration des cas les plus graves dans les centres de recherche. Je pense que probablement le chiffre le plus proche de la réalité actuellement vient des États-Unis, où ils ont vraiment mis très vite en place des structures, des études prospectives des femmes enceintes infectées. Quand même plus de 400 femmes enceintes suivies prospectivement, en analysant toutes les anomalies neurologiques, pas seulement la microcéphalie, comme on pouvait le faire dans les pays avec des ressources plus limitées. Et on a un chiffre qui est entre 5 et 10% des femmes enceintes infectés vont probablement avoir des problèmes assez sévères pour leur fœtus ou leur nouveau-né. Voilà, l'autre syndrome qui a été fortement associé avec le Zika au cours de l'épidémie, c'est le Guillain-Barré syndrome, le syndrome de Guillain-Barré, pardon. Et aussi là, à un moment donné, il y a des publications qui ont démontré qu'on pouvait considérer que c'était un des nouveaux triggers infectieux mais il y a beaucoup d'autres infections qui peuvent causer aussi des syndromes de Guillain-Barré, comme vous le savez. Et je pense qu'on doit voir les choses de manière un peu plus large. Finalement, tout tableau neurologique au retour des tropiques, on a décrit des cas de myélite transverse, de méningoencéphalite, d'encéphalite pure. Donc, je pense qu'on doit mettre le Zika maintenant dans le diagnostic différentiel des patients qui reviennent des tropiques, des voyageurs malades avec des troubles neurologiques. Je pense qu'il faut chercher les Zika également dans le diagnostic. Alors, vraiment, à savoir quelle est la fréquence du syndrome de Guillain-Barré chez un patient infecté par le Zika, c'est probablement inférieur à 1 pour 1000. Mais c'est encore très imprécis, c'est très, très, très difficile à vraiment bien analyser. Il faudrait vraiment suivre des cohortes de milliers de patients pour avoir quelques cas de Guillain-Barré et pour avoir une idée un petit peu plus précise du taux d'attaque de cette complication. J'en viens à la transmission, on a beaucoup parlé du vecteur, donc je vais aller un peu plus vite et m'attarder un petit peu plus sur la transmission dont vous avez entendu parler, transplacentaire. D'abord, le vecteur, je pense que Dr. Hittes a bien expliqué le problème de l'Aedes aegypti, qui est un excellent vecteur de la dengue, du chikungunya et du Zika, et qui est extrêmement répandu maintenant partout sous les tropiques.
Mais lui nous pose moins de problèmes, parce qu'il y en a finalement très peu en Europe. Mais par contre, l'Aedes albopictus est un moins bon vecteur, mais il est beaucoup plus présent dans le sud de l'Europe et dans les zones plus tempérées. Cette carte vous montre bien, finalement, l'Aedes aegypti, on n'en trouve qu'autour de la mer Noire, là, en Europe, alors qu'ailleurs, ça n'a pas encore été établi. Ça a déjà été vu, démontré, ça a déjà été présent, mais ça ne s'est jamais l'Aedes aegypti ne s'est pas encore installé de manière régulière, pérenne, on va dire, en Europe du Sud. Par contre, l'Aedes albopictus, vous voyez que depuis très longtemps déjà est présent. Ce sont les zones rouges qui sont présentes à peu près partout maintenant dans les pays du sud de l'Europe. Donc s'il y a une épidémie à craindre en Europe, elle viendra d'Aedes albopictus vraisemblablement. Et il y a eu, vous vous rappelez probablement, cette épidémie de chikungunya en 2007 en Italie, plusieurs centaines de cas, des cas très réguliers, le docteur Riss l'a bien montré, en France, en Croatie. Chaque année, presque maintenant, il y a des éclosions, comme disent nos collègues canadiens, soit de chikungunya, soit de dengue. Pas encore eu de Zika à ce stade, mais vous avez entendu parler de l'année passée aussi de plusieurs centaines de cas près de Rome, de cas de chikungunya. Cette première épidémie de chikungunya en Italie, on a pu tracer qu'elle était vraiment liée à un voyageur qui est revenu d'Inde, infecté, virémique, pas très malade. Il a été virémique et il a été vraisemblablement la personne qui a apporté cette épidémie, cette éclosion en Italie à cette époque-là, il y a une dizaine d'années déjà. Alors, le problème de la transmission sexuelle, on en a beaucoup parlé aussi dans les médias. On savait depuis qu'il y a eu un scientifique américain qui s'était fait infecter au Sénégal, qui était rentré au pays, puis qui avait infecté son épouse. On savait que c'était possible. Mais alors, évidemment, au cours d'épidémies, essentiellement en Europe, où il n'y avait pas de risque de transmission par le vecteur, on s'est aperçu que c'était également, il y a eu des rapports de plus en plus fréquents de transmission, essentiellement de l'homme chez la femme, mais il y a eu des cas d'homme à homme et des cas de femme à plus rarement. Et alors, toute la question, c'est de savoir quelle fréquence, évidemment, avec quel délai les hommes peuvent rester porteurs du virus Zika et le transmettre. On s'est vite aperçu que le Zika persistait dans le sperme, dans le sémen, qu'il pouvait être cultivé, donc il était infectieux. On a retrouvé aussi du Zika dans l'appareil génital de la femme, et même des patients asymptomatiques infectés pouvaient transmettre à leur partenaire. Il y a eu un ou deux cas décrits. Donc on a ensuite... alors on a participé à une étude avec d'autres confrères européens des cliniques de voyage pour savoir si cette présence du RNA, de l'ARN du virus dans le sémen, et on a trouvé qu'à peu près 60% des gens inclus, des patients mâles avec qui on a fait le diagnostic Zika, 60% gardaient pendant plusieurs semaines le virus présent dans le sperme, et jusqu'à 144 jours, comme vous voyez ici. Vous voyez un peu toutes les chez les différents patients. Et on a une étude plus grosse qui vient de Puerto Rico, où ils ont vraiment eu énormément de cas. Ils ont pu mettre en place des études très, très précises, 150 cas de Puerto Rico. Mais ça montre à peu près la même chose. Donc je pense qu'il faut retenir qu'à peu près la majorité des patients mâles vont être infectieux sexuellement pendant quelques semaines, et que ça va vraisemblablement à plus d'un mois. C'est pas parce qu'on trouve des traces d'ARN qu'on est infectieux. Donc là, à ce stade-ci, c'est 44 jours le maximum où on a vraiment démontré une transmission sexuelle. Enfin, c'est quand même ça reste quand même toujours bien entendu préoccupant. Le diagnostic du Zika ne se différencie pas vraiment des autres de la dengue chikungunya. Il y a une phase de virémie qu'on peut détecter avec une technique PCR, et puis à l'apparition des IgM et puis des IgG. Mais on doit combiner ces trois techniques, ces trois tests pour faire un diagnostic, parce que les voyageurs arrivent un peu à n'importe quel moment. Certains viennent après 2 jours, le PCR sera positif, le reste sera négatif. Certains viennent parfois après 5 jours de fièvre, surtout qu'ils ne sont pas très malades. Et là, parfois la PCR est déjà devenue négative, mais vous avez le recours à la sérologie et à la présence des anticorps. Voilà. Donc, la sérologie prend quelques heures. La démonstration formelle du virus Zika, c'est avec des tests de neutralisation, des techniques de neutralisation sur des cultures virales. Ça prend des jours et des jours, et des techniques spécialisées. Donc pour l'instant, ce qu'on fait, un patient vient asymptomatique avec la fièvre. Je vous l'ai dit, à l'Institut, on fait la PCR et la sérologie, et je pense que c'est envoyé dans notre institut quand ça vient d'autres cliniques du voyage. Si vraiment alors on a affaire à une femme enceinte et que tout est négatif, par prudence, on répète encore. 2-3 semaines après, pour être tout à fait sûr, parce que parfois, en tout début, on peut peut-être manquer et la PCR si la virémie est basse et si la sérologie n'est pas encore apparue.
Et chez le groupe de patients qui veut savoir s'ils ont été infectés pour voir s'ils sont à risque de transmettre le virus à leur partenaire, là, s'ils sont asymptomatiques, on les recommande d'attendre 2 à 3 semaines au retour et de faire alors un test sérologique, une recherche d'anticorps à ce moment-là. C'est le moment où on a le plus de chances de trouver des anticorps. Et là, bon, je ne vais pas trop rentrer dans l'algorithme qu'on a mis en place, mais si c'est positif et que la femme est enceinte, il faudra aller avec des techniques de neutralisation virale, parce que ça peut encore être une infection, une dengue qui aurait, si c'est un test purement sérologique, on peut avoir une réaction croisée avec la dengue. La dengue ne se transmet pas sexuellement, elle ne donne pas, heureusement, de pathologie obstétricale ou néonatale. Mais donc on doit vraiment, alors, on le fait chez nous, mais c'est beaucoup plus, enfin, il faut un laboratoire de plus haute voltige, on va dire. Et alors, si c'est positif chez l'homme, on a pour l'instant recommandé à ces patients-là, s'ils sont positifs, un homme revient, n'a pas de symptômes, mais il est positif, on démontre qu'il est vraiment positif, on lui conseille alors, c'est pas toujours facile à mettre en place, mais de surveiller à intervalles réguliers, disons 1 fois par semaine. Tout dépend évidemment de l'urgence d'avoir un enfant. On peut simplement se permettre d'attendre, ou si vraiment les gens sont très pressés, on essaie alors de surveiller par des techniques de PCR dans le sémen de l'étude que je vous ai montrée. Est-ce que c'est une approche qui est sûre? Si on considère finalement que dans notre salle d'attente, quelqu'un qui revient d'Amérique latine, enfin pour l'instant, on a à peu près 1 à 2% de risque qu'il ait été infecté de manière asymptomatique par le Zika. Et si on a un test de sérologie qui finalement, après 3 semaines, vous voyez, 20 jours, 25 jours, a des sensibilités à peu près 100%. Bon, ça c'est de l'épidémiologie clinique, mais vous faites diminuer votre probabilité inférieure à 1 sur 1000, certainement. Donc c'est quelque chose avec lequel je pense on peut vivre et on se dit voilà, vous avez déjà très peu de chances au départ d'avoir été infecté. Votre test sérologique en plus est négatif, donc vraiment. Donc là, je pense que la plupart des patients alors prennent le risque, on va dire, d'avoir soit des rapports sexuels non protégés, soit éventuellement de commencer leur démarche pour la fertilisation, enfin pour avoir un enfant. Voilà, je vais terminer avec les recommandations belges spécifiques pour le Zika. Je pense que vous avez compris que ce n'est pas une maladie grave, mais que c'est surtout très dangereux pour les femmes enceintes, pas pour les femmes enceintes elles-mêmes, mais pour leur fœtus. Donc, on recommande d'éviter absolument de voyager dans les zones. Et alors, bon, évidemment, on pourrait dire maintenant toutes les zones tropicales sont à risque, mais il y a une liste qui est actualisée par l'OMS, et maintenant tous les grands organismes s'y réfèrent, l'ECDC s'y réfère aussi. Catégorie 1 et 2, ce sont les pays où il y a eu des transmissions récentes ou actuelles ou très récentes de Zika, et ces pays-là sont singulièrement contre-indiqués. Si vraiment une femme enceinte ou le partenaire d'une femme enceinte doit absolument y aller, alors protection maximale contre les moustiques, comme le docteur Ites vous l'a bien expliqué. Après le retour, on en a déjà parlé, s'il y a des symptômes, on fait un diagnostic assez précis, mais comme toute fièvre autour des tropiques, ça pourrait être une malaria, ça pourrait être autre chose. S'il n'y a pas de symptômes et que le souhait de grossesse ou la grossesse est vraiment très présent, très urgent, alors soit on suit les recommandations de l'OMS et du CDC qui recommandent d'avoir pas de rapports sexuels, des rapports sexuels protégés pendant 6 mois, ce qui peut sembler parfois long pour certains couples, ou alors cette approche un peu plus, mais je pense qu'il faut en parler avec un expert, avec les risques qu'on a vus, pour éventuellement alors faire un test sérologique suite au voyage, 3 semaines après le retour. Donc ça, c'est les recommandations actuelles. On laisse un peu le choix aux patients, on va dire, aux voyageurs. Alors pour terminer, vous avez toute l'information sur notre site, itg.be, et surtout cette liste qui est finalement la plus importante. Vous avez un lien direct avec la liste des catégories 1 et 2, donc les pays qui pour l'instant, il y en a encore beaucoup, qui ne sont pas du tout recommandés, en tout cas pour les femmes enceintes. Voilà, pour conclure, on est passé vraiment d'une épidémie très brutale et très courte quand même finalement, mais on va avoir des sortes de contre-vagues dans les prochains mois ou les prochaines années, à quelque chose qui est plus sporadique maintenant, post-épidémique on va dire, mais à peu près répandu partout sous les tropiques, je pense qu'on peut le dire, mais avec certains pays plus à risque en fonction des actualités épidémiologiques. C'est une maladie finalement modérée, avec des symptômes tout à fait similaires à la dengue ou le chikungunya, mais avec un risque neurologique plus élevé que les autres, encore que un virus similaire à l'encéphalite japonaise ou au West Nile, virus du Nil occidental. Donc ce n'est pas complètement surprenant qu'il y ait des problèmes neurologiques potentiels, mais le risque majeur, et on l'a dit, c'est la transmission verticale, et on peut l'estimer à l'heure actuelle à 5 à 10%. C'est qui est beaucoup, c'est ce qu'on voit avec la rubéole par exemple. Donc c'est quand même, je pense qu'une femme enceinte ne peut pas prendre ce risque.
enfin, je le déconseillerais très fortement. Le diagnostic, on l'a vu par des amplifications moléculaires ou la sérologie. On a des tests commerciaux qui maintenant sont de très bonne qualité et je pense que les recommandations de voyage, en tout cas plus, je dirais, précises par pays, vous les obtenez sur notre site et elles sont reprises aussi dans une publication qui va du Conseil supérieur de la santé, enfin une actualisation des Conseils supérieurs de la santé qui va être reproduite très prochainement, enfin dans les prochaines semaines. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces deux exposés tout à fait clairs et éclairants. Et je vais passer la parole à la salle pour ceux qui ont une question. Oui, pardon. Merci pour vos exposés. J'avais une question en fait concernant l'aspect clinique et puis une question concernant les aspects diagnostiques futurs. Donc pour les aspects cliniques, je voudrais savoir, puisque vous avez pas mal d'informations cliniques très documentées, plus des tests de diagnostic subséquents, ECF et ELISA, je voudrais savoir s'il y a des études de détermination de classification qui permettraient de faire sur base clinique une différence déjà entre des cas confirmés et infirmés. Ça, c'est ma première sous-question. La deuxième sous-question, les différences éventuelles entre les trois virus, qui pourraient être éventuellement suggestifs pour des cliniciens. Et ma troisième question, c'est sur base de votre diagnostic initial clinique, est-ce que sur la même base de classification, vous ne pourriez pas prédire en fait l'outcome, donc prédire le devenir de la maladie, puisque vous les suivez également. Et la deuxième question se rapporte à l'aspect clinique, l'aspect diagnostic, pardon. Donc on voyage de plus en plus fréquemment vers ces pays, en particulier ce qui me concerne fréquemment. Je voulais savoir s'il était utopique de penser à des tests rapides de diagnostic. Merci. Vas-y, comment Qui répond? En pas deux, peut-être. Mais... donc, première question, est-ce qu'on peut séparer effectivement, cliniquement, effectivement les présentations? Effectivement, donc au niveau, en tout cas, chikungunya, il y a quand même les douleurs articulaires sont particulièrement très présentes. C'est vrai qu'il y a aussi les rash, mais les rash, même l'aspect du rash aux éruptions cutanées, c'est quand même aussi différent. Donc celle de chikungunya, c'est vraiment beaucoup plus maculopapulaire, avec une prurite assez intense. Or, la dent, c'est beaucoup plus fine et je pense que aussi, même par rapport au Zika, donc le Zika est encore plus fine. Et effectivement, pour de toutes les éruptions cutanées, pour les différencier, je dirais que c'est la dent, vraiment, quand on appuie sur la peau, c'est assez impressionnant, mais vraiment, on laisse cette empreinte et c'est pas la seule maladie qui se présente comme ça, mais c'est assez pathognomonique, en tout cas dans un contexte de retour de voyage. Donc, je dirais qu'au niveau clinique, et je dirais, pour la dengue, on peut avoir des douleurs articulaires et musculaires, mais c'est vraiment pas ça à l'avant-plan, c'est vraiment des maux de tête, de fièvre avec cette éruption cutanée. Donc, je dirais, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose de plus pour séparer. Moi, je pense que c'est vraiment c'est le défi, c'est de distinguer ces trois syndromes, et il y en a probablement d'autres qui vont arriver, et puis il y a d'autres maladies qui donnent de la fièvre aussi. Donc c'est pas, malheureusement, je pense que purement sur la clinique, on ne sait pas vraiment faire la distinction, sauf si on a vraiment un tableau très classique, vraiment des arthrites, très polyarthrites, ce sera chikungunya. L'érythrodermie diffuse, ça ce sera plutôt la dengue. Mais c'est à peu près tout. Il y a énormément d'overlap entre ces trois virus. Donc on a vraiment besoin de tests diagnostiques complémentaires. Parce que la prise en charge et les risques et l'outcome sont un peu différents. Le chikungunya, il faut prévenir les gens qui vont peut-être rester des mois avec l'arthrite qui est très invalidante. On pense même que le chikungunya peut être un déclencheur d'arthrite rhumatoïde. La dengue, le risque est essentiellement limité, très court, le risque dans les quelques jours de faire les complications dont on a parlé, le choc et les hémorragies.
Et le Zika, finalement, c'est surtout neurologique et chez les femmes enceintes. Donc ça, on aimerait quand même avoir des outils diagnostiques discriminants en tant que clinicien. Pour l'instant, c'est que la PCR qui peut le faire, au moment où le patient est fébrile, mais on n'a pas accès à la PCR facilement. Donc, tout à fait d'accord. Et c'est pour la deuxième question. On a déjà un test antigénique rapide pour la dengue, qui est utilisé à grande échelle maintenant sous les tropiques, qu'on utilise aussi à l'Institut. En 20 minutes, on a un diagnostic de dengue. Ce n'est pas le test parfait, on peut encore manquer quelques cas, mais on a quand même trouvé une sensibilité de l'ordre de 80%, ce qui est quand même pas mal, parce que finalement, après 20 minutes, vous savez si c'est une dengue et que ce n'est pas autre chose, et vous pouvez dire au patient, vous rentrez chez vous, mais si vous saignez des dents, si vous commencez à avoir fort mal, vous devez revenir à l'hôpital et on devra vous hospitaliser quelques jours. Donc ça a un impact. Ça évite aussi de donner un antibiotique. On a un diagnostic d'affection virale, on ne doit pas donner antibiotique, on ne doit pas spécialement hospitaliser. On va passer à une autre question. Ah pardon, ok. Donc voilà, des tests antigéniques. On ne va pas refaire l'exposé. C'est juste. Et en plus, mais je vais terminer simplement, on a évalué un test chikungunya qui n'était pas bon du tout, antigénique, et on a évalué un test Zika qui n'était pas bon non plus pour l'instant. Mais... Dr. Dac. Merci beaucoup pour cet exposé tout à fait remarquable. Deux questions au choix. La première, tout au début au Brésil, il y a beaucoup de débats autour des normes utilisées pour la microcéphalie. Et c'était un débat qui était quand même intéressant parce qu'il se basait sur des populations différentes. Je vous demande où on en est pour l'instant. Et l'autre question au choix, vous avez parlé de manifestations très différentes pour le virus Zika. Je me demande si ce sont des sérotypes différents, celui qui avait peut-être en Polynésie française plutôt des Guillain-Barré, même s'ils ont été rapportés ailleurs, et puis d'autres pour des encéphalites ou des vasculites. Oui, pour la deuxième question, en effet, il y a deux grandes souches, l'africaine qui est restée plutôt africaine et sporadique, et la souche asiatique qui maintenant s'est répandue en Amérique latine. On ne devrait pas mettre des noms de régions sur des souches parce qu'après on se perd. Donc, mais il y a en effet toute une recherche épidémiologique moléculaire pour voir s'il y a des sous-espèces, des souches qui seraient plus associées à telle complication que telle autre. Le débat par rapport à la microcéphalie, le problème en effet c'était la déviation standard, les normes étaient basées sur ce qu'on fait d'habitude en Europe et dans la jungle amazonienne les gens sont différents, donc ça je suis d'accord avec vous. J'avoue que je n'ai pas regardé ça en détail. Mais de toute façon, l'association est tout à fait avérée. C'est possible qu'il y ait une définition de cas qui soit un peu plus adaptée au Brésil à l'heure actuelle. Mais je sais qu'ils utilisent beaucoup plus maintenant d'autres techniques que simplement l'aspect clinique pour faire le diagnostic. Ils essaient de développer aussi de l'imagerie et des choses comme ça. Est-ce qu'il y a une protection croisée avec la fièvre jaune pour laquelle on a un très très bon vaccin? Et l'autre question, c'est où en est le développement des vaccins contre ces trois maladies? Alors, on n'a pas des grosses cohortes chez les voyageurs. On a essayé de voir dans les 30 qu'on a eu, en effet, ceux qui avaient été vaccinés contre la fièvre jaune et ceux qui ne l'avaient pas été, s'il y avait une différence. Mais sur 30, on n'a pas vu de différence, mais ça ne démontre pas qu'il n'y a pas de protection. Je pense par contre que le fait que dans les populations endémiques, beaucoup de gens n'ont pas été certains ont été exposés à la fièvre jaune, à des tas d'autres arboviroses. Je pense que c'est probablement ce qui explique cette distinction qu'on a vue entre asymptomatiques sur l'île d'Océanie, où la majorité était asymptomatique alors que les voyageurs semblent beaucoup plus malades. J'ai l'impression que c'est à ça qu'il faut attribuer le fait que les voyageurs sont plus symptomatiques que ce qu'on avait vu dans le passé. Donc il doit avoir probablement une certaine protection, en tout cas clinique, de l'expression clinique. Mais je n'ai pas une notion qu'il y ait vraiment une protection croisée démontrée à ce stade entre les gens vaccinés et ceux qui ne le sont pas. Par contre, ça nous embête pour les diagnostics. Et les nouveaux vaccins? Les nouveaux vaccins en perspective? Oui. Oh, oui, mais oui, il y a énormément de recherches, mais on n'est pas encore en phase 1 même. Il y a eu pour la... Je voudrais quand même intervenir là-dessus, parce que sur la dengue, il y a un énorme développement qui a été fait par Sanofi, avec des accidents majeurs récemment, qui sont liés au fait qu'effectivement la réponse immune peut favoriser une infection ultérieure plus sévère. Ce qui s'est passé aux Philippines, c'est qui pose toute une série de questions majeures en termes de développement industriel et aussi en termes éthiques. Et donc je pense que ce serait intéressant d'avoir votre opinion là-dessus.
Effectivement, quand on s'est posé la question sur... donc c'était il y a 2 ans, ça a été tout à fait... donc c'était disponible pour les enfants et on a clairement vu qu'il y avait beaucoup plus de décès suite effectivement à une dengue ultérieure après la vaccination. Mais c'était un vaccin vivant et donc maintenant, effectivement, il y a beaucoup plus de recherche qui est en train d'être effectuée en tenant compte d'un vaccin non vivant. Mais je pense qu'en tout cas pour la dengue, ça reste très compliqué, effectivement, pour tous les risques d'avoir une infection par la suite qui est beaucoup plus grave lors d'une primo-infection si jamais on est quand même malade. Et pour le Zika et le chikungunya, on est beaucoup plus loin, en tout cas, dans un développement pour un vaccin. Ouais, quand je parlais des phases 1, c'était en effet pour le Zika et le chikungunya. Non, pour la dengue, c'est tout à fait un énorme problème. Vous avez tout à fait raison. Il faut être efficace contre 4 sérotypes différents. Pour l'instant, les vaccins qui existent, il y a des trous encore un peu dans les sérotypes. Et en effet, on développe des anticorps et on provoque une sorte de première infection naturelle et on sait qu'une deuxième infection peut être accompagnée d'une plus grande. Et alors, il y a eu un excès d'hospitalisation chez les enfants vaccinés. On n'a pas vu ça tout de suite, mais on l'a vu 1 an ou 2 après. Ouais. Tout à fait. Oui, j'ai une question microscopique. J'ai le souvenir quand on avait eu les premiers cas de Guillain-Barré au Zika, la PCR était plus souvent positive sur les urines que sur le sang liquide céphalorachidien. Alors, quand vous parlez de PCR, c'est sur quel échantillon biologique que vous le faites? C'est un souvenir, je ne sais pas si c'est... Non, vous avez raison, je n'ai pas insisté tellement là-dessus, mais en effet, la virémie est courte dans le sang. Donc on l'observe pendant, je vais dire, maximum 1 semaine en général. Et en effet, après, pendant 1 semaine, on trouve le virus reste présent. En tout cas, l'ARN du virus reste présent et détectable dans les urines. Donc ça nous permet d'augmenter un peu la fenêtre diagnostique. Donc on fait systématiquement dans le sang. Et si le sang est négatif, déjà, on passe aux urines de PCR. Et en effet, alors, comme ça peut durer à peu près 1 semaine, un peu plus tard, on a peut-être parfois... Parce que le Guillain-Barré qui suit le Zika arrive assez près de l'infection, par rapport à d'autres infections où il faut parfois des semaines, comme le Campylobacter. Là, donc on a parfois encore la certitude que c'est Zika au moment où le Guillain-Barré apparaît, mais c'est plutôt exceptionnel, oui. En effet, le fait qu'on trouve le virus dans les urines, en tout cas le matériel génétique, permet d'augmenter la détection vraiment spécifique moléculaire. Par contre, pour la dengue et le chikungunya, ça reste dans le sang. Voilà. J'avais une question sur le type de cellules sur lesquelles ces virus se répliquent. Y a-t-il un rôle pour les cellules importantes mégakaryocytes paquets dans la réplication du virus? Et comment expliquons-nous maintenant la thromboscopénie? Là, oui, je cale un peu. La thrombocytopénie de la dengue, qui est tout à fait connue, qui est en effet quasiment... je ne sais pas d'un point de vue tout à fait... Vous avez raison, hein, je pense que c'est quand même un virus qui a une portée endovasculaire, hein, puisque les complications sont liées à des mécanismes justement au niveau endothélial. Donc, je ne pense pas qu'il y ait une toxicité directe sur la moelle osseuse et la production de... Mais c'est davantage des phénomènes immunologiques. Et encore que la thrombocytopénie est déjà présente très très précocement. Hein. Je n'ai pas de réponse immédiate pour rapport à la dengue en tout cas. Pour les autres, il y a un tropisme clair de Zika pour les cellules trophoblastiques, ce qui explique la longue persistance et malheureusement l'infection des fœtus, et les cellules neurologiques, clairement. Moi j'ai une question éthique. Une femme enceinte de 3 mois qui est infectée par le Zika, est-ce que vous lui proposez un avortement ou pas? Il n'y a pas de recommandation dans ce sens. On fait un maximum d'abord pour voir si elle se diagnostique. Je pense que là, elle doit être confiée à des mains expertes de gynécologues qui doivent alors... Parce que, malgré tout, clairement, 90% n'auront rien. Hein, donc, il faut voir ça aussi. Alors ça va être vraiment une discussion. Je pense que les gynécologues auront plus l'habitude de cette discussion-là. Mais je vais peut-être écouter votre avis. Voilà, c'est ça, exactement. C'est ça, donc on peut suivre. La microcéphalie est très très importante dans l'intervention des percentiles 5. Donc, même si vous dites qu'il y a des différences ethnographiques, quand vous êtes dans la percentile 5, il faut... À partir de quel mois on la détecte? La microcéphalie. La microcéphalie, vous la voyez déjà dès la 12e semaine. 12e semaine.
Donc là, c'est vraiment en effet le suivi échographique qui est recommandé dans ce cas-là. Oui, c'est un peu. Mais donc l'autre chose, par contre, c'est que maintenant on suit les cohortes d'enfants qui n'avaient rien à la naissance, mais on va voir quand même s'il n'y a pas des troubles neurocognitifs. Et maintenant, il y a des grosses cohortes qui sont suivies pour voir s'il n'y a pas des choses qui vont apparaître plus tard, comme on l'a vu avec d'autres virus auparavant. Je peux te poser une question. Comment évolue l'immunité de la population avec 400 millions de cas de dengue par an? Est-ce qu'à un moment donné, si on faisait une modélisation mathématique, le phénomène, pour autant que la variation génétique ne soit pas trop importante, je n'en sais trop rien, le phénomène devrait à un moment donné se tasser? Où en est-on? Oui, le problème, je pense que le grand problème, c'est les 4 sérotypes. Et même récemment, donc, il y a une 5e sérotype qui n'est pas très présente sur le terrain pour le moment, mais donc, ils ont quand même assez bien de, je pense, mélange génétique pour encore causer des problèmes. Et peut-être, si on attend assez longtemps, tout ce phénomène d'expansion de dengue, c'est malgré tout assez récent. Donc c'est vrai que quand on voit le nombre des gens, surtout en Asie du Sud-Est, la population et l'exposition au virus, c'est vrai que peut-être on pourrait attendre, mais comme j'ai dit, je pense que comme il y a quand même 4 sérotypes et à chaque endroit, il y a quand même une prédisposition d'avoir plus d'un type de virus, donc il y a quand même, avec tous les voyages et tout ça, assez bien d'espace pour encore beaucoup de changements, je pense. Donc moi je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'espoir qu'on va avoir un phénomène où la population locale sera peu atteinte. Mais voilà, je ne sais pas si tu penses... Oui, tout à fait. Donc l'épidémiologie actuelle de la dengue, c'est un fond endémique tropical et puis des poussées épidémiques à différents endroits. Et ça circule, ça varie. Il y a 4 sérotypes qui s'entrechoquent, en effet. Donc on a des périodes un peu de silence, il y a des périodes où c'est plus calme. Et puis on a, selon que ce sont des zones touristiques ou non, alors on verra davantage de voyageurs à ce moment-là ou pas. Et alors, vous avez parlé des AIDS européens, risque potentiel. Quid du Maghreb? On n'en parle pas du tout et nous communiquons évidemment énormément avec eux. Qu'est-ce qu'il y a comme AIDS et comme risque au niveau du Maghreb? Vous avez une idée? Albopictus est là aussi. Oui. Alors est-ce que c'est vrai qu'on n'a pas tellement de notions? Mais vous voyez que ces épidémies dans le sud de l'Europe sont assez limitées à ce stade, quelques cas ou quelques dizaines de cas ou centaines maximum. Donc il n'y a peut-être pas les mêmes mécanismes de surveillance qui sont développés, mais l'albopictus est certainement là, oui, tout à fait. Il y a plusieurs papiers sur la modélisation de potentiel effectivement d'extension en Europe et ailleurs. C'est assez intéressant, mais ce qui est un peu étonnant, même aujourd'hui, c'est malgré tous les voyages et le potentiel d'expansion, ça c'est déjà quand même beaucoup, on a vu une grande expansion, mais selon les modélisations, on ne comprend pas tout non plus, parce que en fait, ça devrait être presque pire que la situation aujourd'hui, puisqu'on a vraiment tout en termes de vecteurs et tout ça, et voyages, etc., pour accepter qu'il y ait une dispersion plus importante, et ce n'est pas le cas. Et donc, visiblement, il y a encore des choses que, malgré tout, on ne comprend pas tout. Mais voilà. Une question? C'est une toute petite question, puisque prévoir ou prévenir, c'est aussi guérir. Parfois, quand on va dans les pays tropicaux, quand on reprend l'avion, on étouffe sous les bombes. Ça ne se fait pas systématiquement. Est-ce qu'il y a des réglementations? Est-ce que c'est légal? Est-ce que c'est impossible? Et deuxième question, en arrivant à certains thèmes, j'ai jamais remarqué qu'on regarde la température, alors qu'en Asie, malheur si on a un tout petit peu de fer. Est-ce que c'est utile? Est-ce qu'il y a des directives européennes pour détecter ou pour empêcher la dissémination des moustiques? Je ne sais pas si c'est légal, mais en tout cas, c'est clairement quelque chose qui est assez accepté, effectivement, dans les avions. C'est attendu, en tout cas, que ça soit fait. Je ne sais pas si tu sais si c'est légal, mais il y a des recommandations claires qu'il faut faire. Donc, idéalement, ça devrait se faire. Après ça, je pense aussi qu'il ne faut vraiment pas oublier le fait que,
effectivement, on a le vecteur ici. Pour moi, amener quelques vecteurs infectés, effectivement, c'est important d'essayer de ne pas le faire. En même temps, si on ramène des gens malades, voilà, c'est vraiment le réservoir parfait pour avoir les épidémies locaux. Après ça, pour tout ce qui est détection de la température et de la fièvre, je pense que tout ça a été mis en place avec le SARS, etc. Et donc, je pense que quand on regarde la population en Asie, quelque part, on a encore la chance d'être encore dans une zone où la population n'est pas la même. Et donc là, dès qu'ils ont un problème, je dirais que s'il y a une épidémie de quoi que ce soit, ça prend des proportions encore bien plus graves qu'ici. Et donc, je pense qu'il y a un sens quand même d'essayer d'identifier les gens qui sont malades et essayer de voir effectivement s'ils peuvent continuer leur voyage, etc. Après ça, je ne sais pas s'il faut... Je n'ai pas vraiment d'avis. Est-ce qu'il faudra implémenter ça ici en Europe? C'est peut-être une très bonne idée parce qu'il y a quand même des choses qu'on rencontre dans les avions, les tuberculoses, voilà, l'Ebola. Je dis Ebola, mais voilà, il y a des gens qui ont pris quand même l'avion, que nous, finalement, ce n'était pas Ebola, mais ils revenaient des endroits où il y avait l'Ebola avec fièvre, etc. Or, ils ont pu prendre l'avion sans problème. Et donc... voilà, je pense que c'est quand même des mesures de santé publique qui, dans mes yeux, ont un sens. On danse sur un volcan. Ça, c'est clair. On ne sait pas ce qui va se passer. Georges, tu avais encore une question? Moi, j'ai deux petites questions. Une, vous avez dit que dans la langue, il y avait une part peu importante de patients qui avaient des dents sévères. On a vu que sur le plan immunologique, le rôle, évidemment, d'avoir eu un sérotype augmenter. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui prédisposent à des dents sévères? Ça, c'est une question. Et la deuxième, c'est le passage finalement de 9 pays d'essence qui pourraient se rendre à la distribution. Alors, on parle évidemment de réchauffement climatique, etc. Mais est-ce qu'on a des éléments plus précis pour essayer de comprendre pourquoi il y a une telle augmentation et si on a des éléments qui permettent de vraiment comprendre l'épidémiologie de cette distribution? Brièvement. Oui, par rapport à l'épidémiologie, c'est clair, c'est l'AEDES, hein, donc c'est des études vraiment du vecteur qui pourront répondre à cette question. Pourquoi cette AEDES s'est répandue à cette vitesse? Il faut simplement retenir que l'AEDES est vraiment une maladie urbaine, enfin c'est un moustique urbain, et donc avec possibilité d'épidémie explosive. L'anophèle de la malaria, c'est rural, hein, et donc on n'a pas les mêmes... donc c'est lié à ça. Et votre autre question par rapport à la dengue, ce qu'on sait, c'est le fait d'avoir une dengue antérieure, ça c'est la première chose, et l'âge. On a plus de dengue sévère chez les enfants, mais il n'y a pas d'autres facteurs de risque vraiment bien identifiés de dengue sévère. Merci beaucoup. À voir l'intérêt de l'Assemblée, je pense qu'il y a matière à faire peut-être un symposium plus large pour couvrir encore d'autres maladies, dont Ebola. En tout cas, merci beaucoup.